Bien, on va pouvoir commencer la deuxième partie de notre cours sur la structure des protéines. Donc on a vu le détail des acides aminés. Maintenant, on va changer d'échelle. On va voir la structure spatiale des protéines. Alors, il faut bien comprendre qu'une chaîne polypeptidique va avoir une certaine structure 3D. On peut parler de repliement. Et ça va être des structures qu'on va appeler primaires à tertiaire ou quaternaire. D'abord, la structure primaire. Tout simplement, c'est la séquence des acides aminés. Donc là, les liaisons qui vont être mises en jeu vont être tout simplement les liaisons peptidiques entre chaque acide aminé. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste que voilà, le tout va inclure aussi toutes les modifications post-traductionnelles, donc par exemple phosphorylation et glycosylation. Donc voilà, c'est juste l'enchaînement des acides aminés, sans plus, comme j'ai écrit ici. Mais elle peut renseigner sur pas mal de choses. Le fait d'avoir la séquence primaire, déjà, elle renseigne sur la répartition de chaque acide aminé au sein de la protéine. Donc si on veut savoir combien il y a de parts d'aspartate ou de glutamine, j'en sais rien. On peut avoir la masse moléculaire exacte en mol ou en Dalton. Alors les mols, vous savez ce que c'est. Par contre, les Dalton, c'est moins sûr. Les Dalton, d'ailleurs j'aurais dû mettre un E à mol, mais les Dalton, c'est pas ce qui vous vient à l'esprit directement, c'est pas les bonhommes, c'est autre chose. En fait, c'est tout simplement une unité de mesure qui renseigne sur la masse des protéines. En fait, on part du principe que 1 Dalton correspond à 110 acides aminés. Voilà. Donc, quand vous avez une protéine de, je sais pas, de 12 kilodalton, vous avez 12 000 Dalton, et donc en divisant environ par 100, on a une centaine d'acides aminés en gros. Ça permet en fait d'estimer le nombre d'acides aminés et, donc et inversement de définir la masse à partir du nombre d'acides aminés. Elle renseigne sur le point isoionique, l'hydrophobicité. Alors, l'hydrophobicité parce que si vous avez une partie de la structure primaire qui va contenir beaucoup d'acides aminés apolaires, et bien quand la protéine va se replier, il va y avoir une zone hydrophobe, et ça c'est ce qu'on appelle un patch hydrophobe. Et ça peut être intéressant de savoir s'il y en a ou pas, en fonction de ce qu'on veut faire avec la protéine. Coefficient d'extinction molaire, donc ça évidemment ça va être spécifique de la séquence, donc c'est bien de l'avoir. Modification post-traductionnelle, les motifs fonctionnels, etc. Donc déjà la structure primaire, même s'il n'y a rien d'exceptionnel à part les liaisons peptidiques, elle renseigne sur pas mal de choses. Maintenant, structure secondaire. Ça va être le repliement local des acides aminés grâce aux liaisons hydrogènes. Donc là, on va avoir une organisation 3D, voilà, grâce au rapprochement localisé des acides aminés. Liaison hydrogène entre les atomes du squelette peptidique. Alors, c'est quoi le squelette peptidique? Le squelette peptidique, c'est tout sauf les chaînes latérales. Parce que les acides aminés sont reliés entre eux par les liaisons peptidiques qui se font entre les atomes liés au carbone alpha de chaque acide aminé. La chaîne latérale ne rentre pas en compte dans le squelette peptidique. Donc, si vous voulez, le squelette peptidique, c'est C-alpha, azote, carbone qui forment la liaison peptidique, c'est alpha, liaison peptidique c'est alpha, liaison peptidique c'est alpha, voilà, c'est ça la chaîne peptidique, le squelette peptidique. Et c'est entre ces atomes qu'il va y avoir les liaisons hydrogènes, c'est-à-dire c'est-à-dire les hydrogènes du NH3+, avec les oxygènes du CO-, par électronégativité. Et en fait,
il va y avoir, grâce à la répétition des angles dièdres entre chaque plan de liaison peptidique, ça va former une structure 3D qu'on va appeler un motif structural. Et des motifs structuraux, il en existe plusieurs types. On va les lister. D'abord, on a les hélices alpha droites. Alors, c'est ce qu'on peut voir à droite ici. C'est une structure hélicoïdale, hein, comme une molécule d'ADN. Hein. Donc on a c'est à la forme d'une hélice, hein, tout simplement, mais orientée vers la droite. Hein. On le voit que quand on monte ici, on tourne du côté droit. Et ça, en fait, pour avoir ça, il faut des angles dièdres de valeur moins 57, moins 47 degrés. Donc ça, c'est nécessaire à l'apparition de l'hélice. Et comme on a un angle de 100 degrés entre deux acides aminés consécutifs, ça veut dire que par tour, on va avoir 3,6 acides aminés. On parle de résidus d'acides aminés au sein d'une chaîne polypeptidique et non d'acides aminés. Ça, c'est pareil, c'est un débat en fonction des gens, parce que comme il y a une liaison peptidique, chaque acide aminé n'est plus sous sa forme complète, vous voyez, et donc on parlerait de résidus. Moi, je m'en fous un peu, personnellement, mais en fait, le nom va changer. Par exemple, la proline, c'est le nom de l'acide aminé. Le résidu, c'est une prolyle. Vous voyez? Donc voilà, en fonction, voilà, ne soyez pas surpris. La distance entre deux acides aminés consécutifs est de 0,15 nanomètres, ce qui veut dire que ça fait 1,5 angstrom. Hein, donc angstrom, j'ai pas trouvé le symbole, c'est un A majuscule avec un petit rond juste au-dessus. J'ai pas trouvé le symbole, donc puis je crois que j'avais un peu la flemme de chercher. En tout cas, voilà, donc la conversion, hein, on voit bien à quoi ça ressemble. Le pas de l'hélice, c'est-à-dire la distance qu'il y a pour faire un tour, eh ben, c'est 54 nanomètres, hein, c'est-à-dire la distance entre deux acides aminés fois le nombre d'acides aminés par tour. On a les liaisons hydrogènes qui sont parallèles à l'axe de l'hélice, hein, comme on peut le voir en pointillé ici. Ça, c'est les liaisons hydrogènes ou hydrogen bond, comme on peut le voir en anglais. Parallèles. Les chaînes latérales, elles ne sont pas marquées ici, mais elles sont orientées vers l'extérieur de l'hélice. Hein, c'est-à-dire qu'on a une partition de l'espace par les chaînes latérales autour de l'hélice. Il n'y a rien à l'intérieur de l'hélice. En fonction des acides aminés, elle peut être hydrophile, hydrophobe ou amphiphile, bon ça ok. Donc voilà, ça c'est les hélices alpha droite. Il existe les hélices alpha gauche, sauf qu'elles sont très courtes, hein. Elles ne sont pas aussi longues. Pourquoi? Parce que comme elles sont à gauche, les chaînes latérales sont dedans. Et à cause des gènes stériques, ben, il n'y a que 3 ou 4 acides aminés dans une hélice alpha gauche. Sans réel intérêt, hein, mais elles existent. C'est bien de les connaître, enfin, de savoir qu'elles existent. Autre chose, comme on a une orientation de l'hélice sous forme de macrodipôle, du fait de sa disposition. C'est ça la dernière chose que je voulais dire. On a les brins et les feuillets bêta. Donc ça, en fait, c'est des sortes de plants. Et donc un feuillet va être une succession de brins. Donc un brin, ça va être ça, ok. Et le feuillet, ça va être l'enchaînement de brins. Et donc ça va être plat. Chaque brin va être plat et le feuillet va être entre guillemets coudé, comme on peut le voir sur la figure. On va avoir des valeurs d'angle dièdre entre de moins 119 à plus 113 pour les brins parallèles et moins 139 plus 135 pour les brins antiparallèles. La distance 3,5 angstrom, un feuillet association plusieurs brins. Toujours les liaisons hydrogènes interbrins, mais cette fois-ci perpendiculaires à l'axe du feuillet. Hein, comme on peut le voir ici, c'est perpendiculaire à l'axe du feuillet, mais parallèle à l'axe du brin. Voyez. Les chaînes latérales
ici marquée en bleu, hein, le radical, elles vont être de part et d'autre du plan moyen du feuillet bêta. Vous voyez, une fois sur deux c'est en bas et une fois sur deux c'est en haut. Donc on a également une partition de l'espace. Et on a quelque chose de coudé parce que justement on a des conformations trans. Vous voyez? Et donc si jamais on a des conformations 6, eh ben, on va avoir quelque chose qui va se refermer sur lui-même pour former un tonneau. Voilà. Et il y a un domaine structurel qui s'appelle le tonneau-team, qui est particulièrement connu. C'est très beau, d'ailleurs, vous pouvez voir sur Internet. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme structure? On a également le motif en forme de coude bêta. Donc ça, c'est à cause de la proline qui fait toujours autant chier, hein, comme je vous ai dit. Elle forme un coude, la proline. Donc on a glycine, proline, deux autres polaires. On a un virage à 180 degrés qui est stabilisé par une liaison hydrogène au niveau de la boucle. Enfin, au niveau du coude, pardon. Ça forme une épingle à cheveux. Hein. C'est un peu comme ce qu'on peut trouver avec les acides nucléiques. Donc on va avoir un coude bêta. Et on peut avoir aussi une boucle. Donc là c'est une boucle. Hein. J'ai pas trouvé, enfin j'ai pas tenu lieu de préciser plus que ça, mais voilà, les boucles, ça fait une boucle. Voilà, tout simplement. Donc voilà les structures secondaires qu'on peut voir en fonction des angles dièdres. Maintenant, on a la structure tertiaire. On passe un cran au-dessus. Structure secondaire, c'était le rapprochement localisé des acides aminés stabilisés par les liaisons hydrogènes. Et la structure tertiaire, c'est le rapprochement longue distance des acides aminés. C'est-à-dire que là, on va avoir un repliement encore plus important. Et cela va être permis grâce à plusieurs liaisons ou interactions. On va retrouver donc, les liaisons hydrogènes, les effets hydrophobes, interaction de Van der Waals, interaction ionique et pont disulfure. Pont disulfure par oxydation des thiols des cystéines, comme on a vu tout à l'heure. La structure tertiaire va être en fait la forme finale d'une protéine. Et donc, par exemple, si c'est une enzyme, l'enzyme va être active une fois qu'elle aura atteint la structure tertiaire, à condition que l'enzyme soit un monomère, c'est-à-dire qu'elle soit complète avec une seule chaîne protéique ou polypeptidique. Si jamais une enzyme a plusieurs sous-unités qui doivent être associées ensemble, elle va être active sous la structure quaternaire qu'on va voir tout à l'heure. En ce qui concerne les protéines globulaires, on va avoir un compactage dense et il va y avoir des molécules d'eau qui vont pouvoir occuper certaines cavités internes. On va avoir les chaînes latérales apolaires qui vont être enfuies à l'intérieur de la protéine globulaire, loin du solvant aqueux, puisqu'elles sont apolaires, et ça va former ce qu'on appelle un cœur hydrophobe, par effet hydrophobe justement. Et les chaînes latérales polaires vont être disposées à l'extérieur de la protéine, en contact du solvant, avec, pareil, une partition de l'espace. Il faut imaginer ça un peu comme le coronavirus. Vous voyez, vous avez la boule, et vous avez les petits filaments autour. C'est un peu ça, une protéine globulaire. On a la boule de la protéine, on a les chaînes latérales qui dépassent comme les petits filaments. C'est une analogie qui, comme toute, mérite d'être critiquée, mais elle permet de comprendre. Pareil, les ions hydrogènes, interaction ionique, hein, qui vont apparier les groupements polaires. Et on a la formation de motifs et domaines structuraux, ainsi que les folds. Alors, motifs structuraux, alors ça a le même nom de ce qu'on a vu avant, mais cette fois on parle de structure suprasecondaire, qui va en fait être un agencement local d'éléments contigus d'éléments secondaires. Ça veut dire quoi? Par exemple, une succession d'hélices alpha, ça va être un autre motif structural, mais d'un point de vue structure tertiaire. On change d'échelle. Un enchaînement de brins bêta, ça va être un motif de brins bêta. Voilà. Donc c'est une succession d'éléments de structure secondaire, d'où le terme de structure suprasecondaire.
Et le motif présente une importance fonctionnelle, bien sûr, et elle définit aussi une portion de domaine structural qui va être une chaîne, une portion de chaîne, qui est spécialisée dans une fonction identifiable et capable de se replier en une structure 3D indépendante et stable qu'on appelle fold. En général, un domaine, ça correspond à 250 acides aminés, donc environ 300 kg Dalton. On va voir ça en détail. Au niveau des domaines, on va avoir les domaines tout alpha, tout bêta, alpha plus bêta ou alpha slash bêta. Par exemple, domaine tout alpha, ça va être un enchaînement d'hélices alpha, comme on peut le voir à droite. On a hélice alpha, puis hélice alpha, hélice alpha, hélice alpha, hélice alpha. Ça, c'est une classe tout alpha. On a les classes tout bêta. Pardon, j'ai bégayé. On a les classes tout bêta. Donc là, hein, c'est comme on l'a. Donc là, on voit bien que là, il y a des boucles. Hein, ça, c'est ça une boucle hein, qu'on a vu tout à l'heure. Il y en a une. Il y en a une où ça. Non, bah, il y en a une là, c'est déjà bien. Donc il y a une boucle ici, mais globalement, il n'y a que des bras bêta ici. Hein. Donc ça, c'est tout bêta, enfin de feuillet bêta. Alpha plus bêta, c'est quand on va avoir les deux, mais séparés dans différentes parties. Et on a alpha slash bêta quand on a des motifs, par exemple bêta, alpha, bêta. Là, on a un feuillet bêta, une hélice alpha, et hop, un autre bras bêta. Donc là, on a bien le motif bêta, alpha, bêta, et donc on a la classe alpha slash bêta. Et la cinquième, c'est celle qui sert un peu à rien, entre guillemets, c'est les protéines sans réelle structure. Donc ça, voilà, il faut bien différencier motifs structuraux, domaines, voilà. En fonction de si on est en tertiaire ou en secondaire, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Donc ça, c'est des choses importantes et assez visuelles en fait. Hein. Vous pouvez voir ça sur Internet très facilement ou dans les bouquins. On va passer maintenant à la dernière structure qui est la structure quaternaire des protéines multimériques. Donc, ça va être l'association de plusieurs chaînes polypeptidiques qui va assurer la forme native des protéines multimériques. Exemple, l'hémoglobine. Ok, l'hémoglobine, c'est une protéine qui va être composée de 4 sous-unités. C'est ce qu'on appelle un tétramère, et comme ces 4 sous-unités qui ne sont pas identiques, c'est un hétérotétramère. Et bien, chaque sous-unité, c'est une chaîne polypeptidique de structure tertiaire, et les 4 sous-unités vont être associées ensemble par exemple, des liaisons par des ponts disulfures ou par des liaisons covalentes, et ça forme la structure quaternaire, l'association de structures tertiaires. Et c'est grâce à ça qu'une protéine multimérique va pouvoir être active. Les protéines globulaires sont des multimères, comme je l'ai dit, composées d'un nombre fixe de protomères. Donc ça, sous-unité, c'est équivalent en termes de protomères, hein, les deux sont synonymes. Voilà, donc on a des fonctions. Ça va être indispensable à l'exercice de la fonction biologique, rôle et régulation, c'est-à-dire que ça va être actif sous forme quaternaire. Et souvent, les protéines multimériques vont avoir une symétrie de rotation. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir une symétrie centrale au niveau des protomères. Pareil, ça vous pourrez le voir sur Internet, j'ai pas eu la place de mettre une image. D'un point de vue fonctionnel, la structure quaternaire va permettre d'apporter plusieurs choses. L'interactivité entre sous-unités comme moyen de régulation de l'activité, coopérativité et allostérie, par exemple l'ATCase ou même les sous-unités de l'hémoglobine, elles ont un effet allostérique, c'est-à-dire que si une sous-unité va capter un oxygène, enfin va capter une molécule de dioxygène, et bien les 3 autres sous-unités vont pouvoir elles aussi en capter une. C'est ce qu'on appelle une coopérativité ou les phénomènes allostériques. Et donc c'est bien de l'interactivité entre les sous-unités. On va avoir l'association-dissociation des sous-unités comme moyen de signalisation et de contrôle. Par exemple, la protéine G hétérodimérique.
c'est une protéine de structure quaternaire composée de 2 protomères différents. On a le protomère alpha-bêta et le protomère gamma. Et la protéine G hétérodimérique, on la retrouve par exemple lors du mode d'action de la noradrénaline sur les cellules nodales du nœud sinusal du cœur. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir la dissociation de cette protéine qui va provoquer une cascade de réactions. Et à la fin, on va avoir l'entrée de K+, ou la sortie de Na+, etc. Ou l'inverse, je ne sais jamais dans quel sens c'est. Et enfin, on va avoir les isoformes des protéines comme mode d'adaptation, etc. Compartiment cellulaire. Tissulaire, ça va être le cas des isoenzymes. Donc ça, c'est pour la structure quaternaire. Maintenant, petit point sur la stabilité et dénaturation des protéines. Évidemment, la stabilité de la structure 3D est permise par les énergies de compensation élevées. Les protéines sont fragiles malgré leur nombre d'interactions et de liaisons les maintenant sous leur structure 3D équilibrée. Il faut la protéger lors de extraction, purification, utilisation, parce qu'un pH trop élevé ou trop bas, il va y avoir dénaturation. Une température trop élevée, dénaturation ou perte d'activité. Force ionique, pareil. Il y a énormément de conditions à respecter pour respecter les protéines. La protéine est dynamique, elle va fluctuer au niveau de sa structure autour d'une conformation moyenne. La dénaturation a différencié de la dégradation, parce qu'en fait la dénaturation correspond à la disparition des structures quaternaires, tertiaires et secondaires, qui contient évidemment la perte de fonction biologique. La dégradation, c'est vraiment l'hydrolyse de la lésion péptidique, donc là on perd la structure primaire. Donc là c'est vraiment dégradé de chez dégradé, là il n'y a vraiment plus rien. Une dénaturation n'est pas forcément irréversible. Ça c'est important aussi. On a terminé sur cette deuxième partie. Maintenant on va terminer cette présentation avec l'expérience d'Ann Finson. Alors, Ann Finson, c'était un biochimiste américain qui a beaucoup travaillé sur justement les conditions de repliement de protéines. Et cette expérience lui a valu le prix Nobel de chimie en 1972. Il a, je crois qu'il a... Alors, je ne sais plus si c'est... Non, je crois que c'est Harvard qu'il a enseigné. L'expérience d'Ann Finson se fait à partir d'une protéine de 124 acides aminés. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette protéine va contenir 8 cystéines qui vont donc former 4 ponts disulfure. Vous voyez, j'ai même mis le numéro de chaque cystéine pour qu'on voit bien. Donc ça, c'est la forme de sa protéine. Il va la dénaturer avec de l'urée et va détruire les ponts disulfure avec un agent réducteur qui s'appelle du 2 ou bêta-mercaptoéthanol. C'est-à-dire qu'on va avoir une perte de la structure 3D et on va avoir la dégradation des ponts disulfure. Je précise que le 2-mercaptoéthanol n'est plus utilisé de nos jours. On utilise plutôt du dithiotréitol, qui est moins toxique, parce que le bêta-mercaptoéthanol, mine de rien, ça envoie du steak. Et en dénaturant, en réduisant les ponts disulfure, on a une perte de la structure 3D, on a une forme dénaturée et inactive de l'enzyme. Si jamais on retire l'urée et le mercaptoéthanol, c'est-à-dire qu'on va avoir une reformation des ponts disulfure, on a une forme brouillée inactive, parce qu'en fait les ponts disulfure se refont, mais sur les cystéines qui sont proches, vous voyez. Et on voit que c'est plus du tout les mêmes ponts disulfure qu'on avait avant. Au niveau des nombres, on le voit bien. Et donc on se retrouve avec une forme brouillée inactive.
Et en fait, si jamais on retire l'uryl de mercaptoéthanol et qu'on réoxyde l'éthiol à l'air libre, on retombe sur une forme active native. On a une reformation des ponts disulfures au bon endroit. Donc, et il faut bien comprendre qu'il y a une chance sur 105 que les 4 ponts disulfures se reforment au bon endroit. Autrement dit, la probabilité est quand même très faible et pourtant ça fonctionne à chaque fois. Et donc, le postulat d'Hanfinson, toute l'information nécessaire à l'acquisition de la structure native d'une protéine dans un environnement donné est contenue dans sa séquence. Ça veut dire quoi? Concernant les ponts disulfures, eh bien, pour que la forme soit active, il faut que les ponts disulfures se fassent au niveau des bons acides aminés. Ce n'est pas des liaisons qui se font au hasard. C'est vraiment inclus dans la séquence, cette information-là de repliement. Le corollaire, la structure native d'une protéine, correspond à sa conformation thermodynamiquement la plus simple dans un environnement donné. Et donc ça a été vraiment une avancée majeure dans la compréhension des formes actives natives des protéines et des enzymes. Et donc grâce à ça, il a pu avoir un prix Nobel de chimie grâce à cette expérience. Voilà, et bien j'en ai terminé pour cette fois. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que les diapos n'ont pas été trop difficiles quand il y avait beaucoup de texte. Je sais que normalement on n'est pas censé mettre trop de texte sur un diapo, mais comme là je suis pas en vrai, c'est plus difficile de faire comme un prof le ferait. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, s'il y a des points à améliorer ou si j'ai dit des bêtises, même si je pense pas, mais personne n'est parfait. Dans tous les cas, voilà, prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté.